Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous dans 7 jours dans la savane, votre émission rétrospective de l'actualité de la semaine sur Savane TV. Deux rubriques essentiellement, le décryptage et ça fait débat. Nous parlons dans le décryptage de l'actualité qui a marqué la semaine, l'interview que le président Ibrahim Traoré a accordée à Alain Foka, ancien journaliste de RFI, Radio France Internationale. Il a été question, bien entendu, de la sortie des 3 pays membres de l'AES, de la CEDEAO, mais bien entendu d'autres questions comme l'éventuelle monnaie de l'AES et de bien d'autres questions comme les erreurs du président Thomas Sankara sous la révolution démocratique et populaire. C'était la semaine aussi de l'installation du président du Conseil supérieur de la communication, le 8e Idrissa Ouedraogo. Cette semaine, nous aurons remarqué que le RENLAC, le réseau national de lutte anti-corruption, a fait une sortie attendue depuis bien longtemps maintenant par les médias, sortie pour dénoncer la manière dont la justice, l'État burkinabé, Ayamgol de Sakan SA ont décidé de mettre fin à la procédure judiciaire dans l'affaire Charbonfin. C'est de cela que nous parlons dans la rétrospective. Et puis, dans le débat, bien entendu, il est question de ce retrait brusque du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. La CEDEAO a réagi tout de suite en disant que ces pays étaient des membres importants de cette organisation sous-régionale ouest africaine. Deux invités pour en parler, ce sera dans un instant. Nous commençons par cette actualité pour le réseau national de lutte anti-corruption. Dans l'affaire Charbonfin, l'État burkinabé a sacrifié la vérité pour de l'argent. Encore que, poursuit le réseau national de lutte anticorruption qui a animé une conférence de presse, l'État aurait pu gagner bien plus que ce qu'il a négocié avec Essakane, c'est-à-dire 9 milliards de francs CFA plus les 700 cargaisons de charbon fin pour le RENLAC. Il aurait fallu envoyer à toutes les sociétés minières le message selon lequel l'État burkinabé ne tolère plus la corruption, la concussion, les pots de vin et d'autres mots qui minent la société burkinabé. Germaine Farama a été témoin de cette conférence de presse du RENLAC. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC regrette la décision du tribunal dans le procès Charbonfin. Le choix de la voie transactionnelle nuit à la manifestation de la vérité, alors que, selon le RENLAC, l'État aurait gagné doublement en laissant le procès se poursuivre. C'est donc avec une grande déception que le RENLAC a accueilli la décision du gouvernement de conclure un accord transactionnel avec Airport et Sakan SA. Nous espérons la vérité sur cette affaire. Malheureusement, au moment où la vérité, où on était proche, selon nous, de la vérité, on a abandonné le jugement pour la transaction. Or, nous, on pense qu'on aurait dû faire le jugement et puis faire la transaction, puisque ce n'est pas incompatible. Vu l'importance des enjeux, c'était mieux qu'on sache vraiment s'il y a eu fraude ou s'il n'y a pas eu fraude avant de transiger. Notre regret est qu'on a manqué l'occasion. Pour le RENLAC, cette résolution à l'amiable du procès Charbonfin confirme mieux qu'il y a eu bel et bien fraude. Ce qui amène le RENLAC à rappeler que tout pays qui renforce sa souveraineté doit faire passer la vérité avant l'argent. On ne peut pas dire ce que l'État fait, mais on peut dire ce que le Burkina fait. Ce que nous perdons, c'est la lumière, c'est la vérité sur l'affaire. Ce que nous perdons, c'est la mise en garde à toutes ces sociétés-là et à tous ces acteurs miniers-là qu'il faut qu'ils arrêtent de porter atteinte aux intérêts du Burkina Faso. Que ce soit en exploitant des textes incomplets ou bien que ce soit de façon délibérée pour après transiger, on a manqué la pédagogie qui allait permettre à ces gens-là de respecter le Burkina Faso. Parce que les mines, le sous-sol, c'est pour le Burkina Faso. S'ils veulent en bénéficier, il faut quand même que ça soit dans le respect mutuel. Or, en tout cas, nous n'avons pas vu long, même pendant les débats, nous n'avons pas vu long d'un regret
des actes posés et d'un engagement à respecter le Burkina Faso. On a peur de ça. Le tribunal de grande instance de Ouara 1 a prononcé l'extinction de l'action publique dans le dossier charbon fin à la suite d'une transaction entre l'État et la société minière IAM Gold et Sakan SA. Au terme de cette transaction, l'État gagne 9 milliards de francs CFA et toutes les cargaisons. Mais pour le RENLAC, l'État aurait pu exiger plus. Le RENLAC demande par ailleurs à l'État de joindre l'acte à la parole dans la lutte contre la corruption. C'est cette semaine aussi que Idrissa Ouedraogo, 8e président du Conseil supérieur de la communication, anciennement Conseil supérieur de l'information, a été installé. Il arrive après Adama Fofana, il arrive après Luc Adolphe Tiao, il arrive après Béatrice Damiba, après Nathalie Somé, Désiré Kombogo, Mathias Tankwano et Abdulaziz Bamogo. Il faut faire désormais avec Idrissa Ouedraogo, nouveau président du CSC, installé en présence de Ahmed Joël Compaoré. Nouvelle loi organique, nouveau collège de 9 conseillers, nouveau président aussi à la tête du Conseil supérieur de la communication CSC. Idrissa Ouedraogo, nommé le 31 janvier, prend fonction ici, en présence du Premier ministre Apollinaire Kielem et en remplacement de Abdoul Aziz Bamogo. D'abord, je vous remercie. Je voudrais aussi remercier d'abord votre énorme contribution à la construction de l'État. Je pense qu'il n'y aura pas de chantier improvisé. On ne va pas se dire déjà ce qui va se passer, ne va pas se passer. Si le terrain commande la manœuvre, ce sont les événements du terrain qui vont imposer la conduite à tenir. Mais pour être sûr, ce qui est indispensable, c'est d'être le plus honnête possible avec les événements, c'est d'être le plus efficace possible pour que nous contribuions tous à l'édification d'une nation forte. Je suis très content de pouvoir passer le témoin ce soir à un nouveau président entrant. Je souhaite que toutes les institutions de notre pays puissent vivre ces moments. Pour ce qui est du président entrant et de son collège, deux choses. Là où nous avons réussi, je souhaite que le collège entrant puisse consolider les acquis. Là où nous n'avons pas suffisamment fait, où on pense qu'on peut mieux faire, nous souhaitons qu'ils prennent les choses plus en main pour avoir des résultats plus importants, pour relever les défis à ce niveau-là. C'est aussi le lieu pour Abdoul Aziz Bamogo de revenir sur les 4 documents qui ont été élaborés au cours de son mandat. D'abord, il s'agit des 7 points d'attention sur la responsabilité sociale des médias. Il s'adresse aux responsables des médias et aux journalistes. Le deuxième élément, c'est la charte de bonne conduite des médias confessionnels. À travers ce document, les médias confessionnels s'engagent à accompagner les autorités nationales pour renforcer la cohésion sociale. Le troisième élément, c'est le guide de gestion des contenus à caractère confessionnel. Là-dedans, nous disons aux gens, à cause de la crise que nous traversons, il ne faut plus faire les émissions confessionnelles en direct. Il faut les enregistrer, regarder le contenu s'il n'y a pas de problème avant de diffuser. Et puis le quatrième et le dernier document, c'est les 10 conseils pour des pratiques responsables sur les réseaux sociaux et dans les émissions d'expression directe. Idrissa Ouedraogo tient les rênes du CSC pour une durée de 5 ans. Il est appuyé par une équipe de 8 conseillers et d'une administration en place depuis 1995. Le CSC, anciennement CSI, Conseil supérieur de l'information, aura 30 ans en 2025. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, a accordé une interview cette semaine à l'ancien journaliste de Radio France Internationale, Alain Foka de Afo Média. Ils ont évoqué dans cet entretien le retrait des 3 pays membres de l'AES et de la CEDEAO, ainsi que d'autres questions comme l'arrivée bientôt d'une monnaie de l'AES. C'est probable, en tout cas c'est ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Il a été aussi question des erreurs du capitaine Thomas Sankara sous la révolution démocratique et populaire en 1983 et 1987. Il disait qu'il ne trahirait pas l'amitié. Finalement, l'amitié l'a emporté. Il était question aussi d'éventuelles élections. Sur cette question, le président Ibrahim Traoré a dit que ce n'était pas encore à l'ordre du jour. Issa Oumar Atiye nous fait le point.
Dans cette interview d'une durée de 35 minutes accordée à la chaîne Afro-Média de l'ancien journaliste de RFI Alain Foka, le capitaine Ibrahim Traoré s'est adressé sans langue de bois au sujet du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. C'est une décision souveraine et sans regret, estime le chef de l'État burkinabé, qui ajoute que le retrait de l'organisation régionale est un chemin de non-retour. Évoquant la question de la monnaie, le capitaine Traoré n'a pas voulu donner beaucoup de détails, mais a laissé entendre que d'autres décisions vont encore surprendre. Tout ce qui nous maintient dans l'esclavage, nous allons briser ce lien. Les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours, a-t-il précisé. Du reste, a fait remarquer le chef de l'État, il y a beaucoup de putschistes parmi les chefs d'État de la CEDEAO. Donc, ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Il y a des putschistes militaires au sein de la CEDEAO qui aujourd'hui se réclament démocrates. Il y a pire que des putschistes. Il y en a qui tuent, qui bâillonnent leur peuple sous le silence. La CEDEAO ferme les yeux et les oreilles. Il y a plein de putschistes au sein de la CEDEAO, a-t-il martelé. Parlant de la situation sécuritaire nationale, le capitaine Ibrahim Traoré a estimé que les forces étrangères qui étaient présentes sur le territoire burkinabé n'avaient aucune réelle volonté de lutter contre le terrorisme. Face au journaliste Alain Foka, il a affirmé que ces forces avaient toute la technologie nécessaire pour aider le peuple burkinabé contre l'hydre terroriste, mais ont manqué de volonté. Sur la présence des militaires russes à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a tenu à remettre les pendules à l'heure. C'est des instructeurs venus instruire nos militaires sur des équipements. Si le deal, c'était de quitter un maître pour un autre, on préfère mourir. Parce que quand nous on dit la patrie ou la mort, ça a tout son sens, a-t-il dit. Nous sommes dans Ça fait débat. La rubrique de débat de 7 jours dans la savane, sur Savane TV. Nous sommes avec deux invités dans ce studio pour parler du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO, décision prise il y a à peine une semaine seulement. Les implications politiques et économiques sont au centre de ce débat avec Moussa Ouedraogo. Il est chargé de communication de l'OSC Faso Ma Patrie. Moussa Ouedraogo, bonjour, merci d'être venu. Merci, bonjour à vous. Merci. Bonjour aux Heureux de vous retrouver avec nous dans cette émission. Et sur ce plateau, Océan, Passam de Augustin Savadogo, artiste musicien du Centre Thomas Sankara, habitué de ce plateau aussi. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour, Ismaïla Rabou. Merci de nous avoir invités et bonjour. Tant mieux, merci beaucoup. Avec vous, nous parlons des implications politiques et économiques de la décision de retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Moussa Ouedraogo, quelle est vous-même votre impression personnelle et votre expérience personnelle de la CEDEAO? Quand on dit CEDEAO, ça vous fait penser à quoi? Quand on nous dit CEDEAO, on pense à une communauté. Oui. À une communauté, mais pas des moindres. Voilà, on est né, on a trouvé cela. Mais une organisation qui, à un moment de l'histoire, est en déperdition face à sa vision. Je pense que les pères fondateurs, ce qui a prévalu à la mise en place de cette institution, ceux qui sont là aujourd'hui, ils se sont perdus, se sont égarés, si bien qu'on fait face aujourd'hui à une situation qui est tout autre, qui nous met mal à l'aise, qui vraiment, je dirais, au lieu de contribuer à l'intégration, est en train de diviser la sous-région. Océan, quand on dit CEDEAO, vous pensez à une organisation d'intégration économique ou plutôt à une organisation politique? Comme son nom l'indique, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est économique là qui est important. Dans la dénomination de la CEDEAO, en tout cas, nous n'avons jamais perçu le volet politique, mais on sait que l'économie et le développement sont tenus par le politique. Sont tenus par le politique. Nous avons étudié la CEDEAO à l'école primaire déjà. Oui. Il fallait mémoriser la date de création, oui, et la définition, oui, voilà, pour passer l'examen du CEP. Et
plus tard, nous avons compris que c'est une organisation qui porte quand même des espoirs importants d'un peuple, en tout cas c'est une organisation vraiment qui fédère quand même un certain nombre de pays et de peuples africains, si bien que lorsque nous avons établi nos passeports par la suite, on s'est rendu compte que, bon, de façon sous-entendue, ça voulait peut-être dire les États-Unis de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, des épreuves qui devaient permettre à cette communauté-là de s'affirmer ont plutôt démontré que, en fait, cette communauté ne peut pas faire face. Elle n'a pas pu faire face aux épreuves. Aux sérieuses épreuves, comme nous les vivons. Et Moussa Ouedraogo, Oui. Votre expérience personnelle avec la CEDEAO, à quel moment la CEDEAO vous a rendu service ou à quel moment vous attendiez à ce qu'elle vous rende service et alors qu'elle a dû manquer au rendez-vous? Ben, à quel moment, déjà, il faudrait reconnaître qu'à partir du moment où les passeports ECOWAS ont été effectifs, oui, cela nous permettait quand même de pouvoir voyager. La CEDEAO a institué un livret de voyage CEDEAO qui facilitait oui, le déplacement des citoyens de l'espace. De l'espace. Ça, c'est votre expérience personnelle. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Heureuse, malheureuse? Heureuse, malheureuse, par moment, c'est quand on va dans un pays limitrophe, membre de la CEDEAO, qu'au retour, on subit des tracasseries. Des raquettes policières, des raquettes, des gendarmes, voilà. Ou bien entre deux États, parce que pour une situation, je peux vous expliquer un exemple palpable, des gens qui quittent un pays limitrophe, qui viennent chercher la tomate, et au retour, on les prend en sandwich, on laisse le produit pourri dans le camion, soit disant que le pays en question produit aussi de la tomate. Ça, ce sont les limites de la CEDEAO. C'est les limites de la Aussi, à votre expérience personnelle, est-ce que vous avez bénéficié comme ça des politiques de la CEDEAO à titre personnel? C'était pas très perçu, parce que ça devait être naturel quand on connaît les objectifs de la CEDEAO, à savoir la libre circulation des personnes et des biens. Mais dans la réalité, les États se sont plutôt enfermés dans la pratique. Il y a les déclarations politiques, mais dans la pratique, tu ne traverses pas. Pour ce qui, en tout cas, ce que nous avons expérimenté, tu ne traverses pas la frontière du Burkina pour entrer dans certains pays de la CEDEAO sans laisser de l'argent. Mais aussi, ça, ce n'est pas le fait. Ça, c'est pas le fait des politiques et des dirigeants. C'est le fait des agents qui sont au poste frontalier. Alors on dit, il semble qu'on ne doit pas prendre cela, mettre dans la balance la libre circulation des biens. J'entends certains intellectuels dire que ça s'appelle tracasserie. Oui. Alors, mais quand nous avons vécu, parce qu'on est obligé de dire les choses, oui, on n'a pas à faire la fine bouche. Oui. Si nous avons vécu l'expérience qui a été celle des ressortissants de la CEDEAO, du Burkina Faso par exemple, oui, pendant la crise ivoirienne, du Mali en territoire ivoirien pendant cette crise, qui a même inspiré ma chanson Yelemanem Babatumba Tabio. Oui. Alors on ne peut pas dire que les déclarations politiques et des objectifs nobles des pères fondateurs de la CEDEAO sont effectivement appliqués par les autorités de ces pays-là. Comment vous expliquez ça, Moussa Ouedraogo? Est-ce que la CEDEAO est bien belle en théorie, mais dans la pratique, elle a eu beaucoup de limites? En tout cas, de 1975 jusqu'à aujourd'hui, 49 ans. Oui, elle a eu beaucoup de limites. Beaucoup de limites parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est en 1975 que on a vu vraiment l'effectivité avec la mise en place de la CEDEAO. Et ce qui a conduit ça, c'est quoi? Puisque après les années 60, disons, il y a eu vraiment une floraison d'indépendance de ces différents États. Alors à un certain moment, ils se sont dit, mais tout n'est pas parfait, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc il faut mettre une institution pour quand même vraiment faire rouler, comme on le dit,
que ce soit au niveau politique, au niveau militaire et au niveau économique. C'est ce qui a conduit à la mise en place de la CEDEAO. Maintenant, dans la pratique, quand on se met avec des jugements partiels et partiels, et avec des intérêts inavoués, vraiment, cela laisse vraiment à désirer. Donc il y a de soi que vraiment, dans une suite logique malheureuse que nous vivons aujourd'hui. Quand on regarde dans les différents volets, oui, Océan, allez-y. Je voulais souligner la noblesse de l'idée des pères fondateurs et déplorer en même temps le fait que la CEDEAO a basculé dans des mains étrangères, des mains qui ont été combattues par les pères fondateurs de la CEDEAO, à savoir la domination néocoloniale, en un mot, pour ne pas dire l'impérialisme. Lorsque nous apprenons que ces puissances qui ont assujetti nos peuples, qui ont exploité nos pays jusqu'à ce qu'on arrache de ces puissances-là, ces indépendances, j'allais dire, formelles, et que ces pays viennent par l'arrière-cour donner de l'argent pour le fonctionnement de la CEDEAO, et ça a été un retour colonial qui a réussi. Donc avec les fonds, ils tenaient des chefs d'État, sans compter la corruption individuelle de certains chefs d'État qui ne sont chefs d'État africains que de nom, avec des mentalités totalement forgées par les écoles et les moules de l'impérialisme, qui ne pouvaient pas continuer les nobles idéaux des pères fondateurs. Donc, mais tant qu'il n'y a pas de preuves, alors on ne découvre pas certaines faiblesses. Mais là, avant qu'on ne parle de sorties ou d'autres développements qui peuvent venir, sans exclure la mort pure et simple de la CEDEAO, il faut reconnaître que la CEDEAO n'a été qu'un espoir vain. Et quand on regarde, au commencement, il y avait la préoccupation de l'intégration économique et commerciale. C'est ce que les pères fondateurs voyaient. Qu'on soit dans une même communauté, dans un même espace, et ne pas commercer ensemble. Mais après, on a vu dans les années 90 que le volet militaire a été pris en compte avec la mise en place de l'ECOMOG et ses interventions et au Libéria et en Sierra Leone. Et puis, un peu plus tard, le volet bonne gouvernance politique pour lutter davantage contre la prise du pouvoir par la force. Quand on fait le point de ces différents plans-là, est-ce qu'il y a des volets dans lesquels la CEDEAO a donné un peu satisfaction? Moussa Ouedraogo. Oui, on ne peut pas dire que forcément tout est mauvais. Mais bon, à un certain moment de l'histoire, comme on l'a souligné au tout début, les idéaux des pères fondateurs étaient appliqués comme ils se devaient. Commercer ensemble, par exemple. Oui, est-ce qu'on l'a fait? Si, oui. Quand vous déroulez, par exemple, il y a eu des commerces, des transactions, voilà, au sein de la CEDEAO. Et les pays ont fait des concessions. Quand on regarde, par exemple, le ministre malien de l'industrie, il dit que le Mali paie annuellement 120 milliards de francs CFA, étant dans la CEDEAO, et étant sorti de la CEDEAO, va gagner autour de 21 milliards en plus d'avoir économisé ces 120 milliards si le pays quittait la CEDEAO. Effectivement. Bon, ça veut dire que le pays a fait des concessions pour gagner l'intégration. Effectivement. C'est-à-dire qu'il était prêt à perdre de l'argent, mais pour gagner en intégration avec ses voisins. Naturellement. Donc c'est un cas qui explique bien, qui sous-tend bien cette situation. Par la suite, comme on l'a si bien dit, c'est devenu tout autre chose. Parce que quand il y a une certaine infestation des puissances, de ces impérialistes, il va de soi que ces intérêts puissent basculer à une autre chose. Prenons le volet militaire. Est-ce qu'il a donné satisfaction? On a eu les Comores au Libéria, en Sierra Leone, avec les résultats qu'on connaît. Et puis dernièrement, c'était le terrorisme qui devait appeler la CEDEAO à la mobilisation militaire. Bon, là, je ne sais pas. Peut-être c'est à vous de dire qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour nous sortir du terrorisme. Alors, mais il faut dire que, avant de répondre à la question, il faut déjà souligner que la CEDEAO est née avec un handicap sérieux. Parce que quand on parle de développement économique, il y a l'intégration des peuples. Oui. Mais pour que les peuples soient épanouis, il faut le développement économique. Oui. La CEDEAO a manqué
surtout en ce qui concerne son volet, j'allais dire, UEMOA, d'instruments importants. C'est-à-dire la monnaie. Mais c'est ça qu'ils ont voulu rattraper avec l'éco. Mais cette éco est en chantier. Oui, l'éco était bien parti, selon la vision des Africains, jusqu'à ce que Emmanuel Macron débarque à Abidjan et qu'avec Alassane Ouattara, il décide encore d'un autre éco qui n'est qu'un changement différent de ce que la CEDEAO avait prévu. Oui, qui n'est qu'un changement de nom du franc CFA. Et le Nigeria l'a dit automatiquement qu'il ne se reconnaîtrait pas dans un tel éco. Donc, un projet mort-né. Revenons maintenant à votre question. Le volet militaire. Le volet militaire. Alors, pour ce qui est du Libéria et de la Sierra Leone, ça me fait sourire, mais c'est tragique. Parce que si les Comores, au nom de la CEDEAO, a intervenu, alors on est obligé de reconnaître, pour en tout cas nous qui sommes burkinabés, qui avons cette honnêteté-là, de reconnaître que des pays de la CEDEAO étaient plus dans la co-belligérance. Quand on prend la rébellion de Taylor au Libéria, mais sans Ouagadougou, il n'y aurait pas eu... Ça veut dire ce qui s'est passé avec les Comores au Libéria, c'est que les Comores étaient repartis, ils étaient allés pour rétablir l'ordre constitutionnel, démocratique et faire respecter les textes du Libéria. Mais en même temps, le Burkina qui était membre de la CEDEAO combattait les Comores. En soumet les Comores. Oui, mais dans la CEDEAO était elle-même torpillée par ses propres membres. Voilà, ce n'est pas un secret que l'armée burkinabé, ça s'est dit, hein, et d'ailleurs, c'est reconnu, c'est assumé. L'armée burkinabé a infligé un certain nombre de revers à l'armée nigériane. Qui était pointeur du point de les Comores. Donc ça veut dire que ce frangé-là, cette fraternité déjà souffrait de l'implication des puissances extérieures. Tout le monde sait que à son temps, Blaise Compaoré était un obligé de la France. Parce qu'après son coup d'État contre la Révolution, sa protection, c'est-à-dire Blaise le Beau, comme c'était chanté dans les médias français, Jacques Chirac qui faisait de Blaise comme son ami personnel. Alors, par la suite, et selon des journalistes d'investigation, selon des chercheurs, des historiens, on sait que la France était derrière les actions de Blaise au Libéria. Et peut-être que derrière la France, il y avait un autre pays, parce que le Libéria, les États-Unis, l'histoire du Libéria se compte avec non, il n'y a pas peut-être. Il faut le choix américain de créer cet État. Il faut parler des faits. Oui. Charles Taylor était un prisonnier aux États-Unis. Donc c'est un pur produit. Il est sorti de la prison américaine, s'est retrouvé au Burkina Faso, d'abord sous Sankara, pour son projet. Sankara a refusé que le Burkina ne serait jamais la base arrière. Et c'est ça la CEDEAO. Le Burkina ne serait jamais la base arrière pour déstabiliser un autre pays africain. C'est cette position qu'il fallait tenir. C'est cette position. Mais comme j'ai été le mot obligé parlant de Blaise, c'était un obligé de la France. Blaise ne pouvait rien refuser à la France, si bien que c'est dommage de le dire, mais la CEDEAO déjà était possédée pour ne pas dire infestée. Il a parlé d'infestation. Oui. Donc par ces puissances-là. Et ça continue, vous avez vu, avec le terrorisme qui devait maintenant permettre à la CEDEAO de se racheter dans une certaine union fraternelle, alors à montrer toutes les... Là aussi, elle a manqué au rendez-vous. Ouais. Moussa Ouedraogo, si la CEDEAO a manqué au rendez-vous d'aider le Mali, le Niger et le Burkina à lutter contre le terrorisme, finalement, quelle conclusion vous en tirez? Qu'est-ce qu'il faut dire? Elle n'a pas voulu, elle n'en avait pas les moyens. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu, c'est ce que nous avons parlé depuis le début. Parce que la CEDEAO même s'est déroutée de ses objectifs. Et quand vous voyez, même il n'y a pas d'objectivité en tant que telle dans une collectivité comme la CEDEAO, ça devient tout autre chose. Vous voyez, même quand on dit... C'est quoi, les dossiers sont gérés au cas par cas? Cas par cas, il y en a qui sont... Il y a des opportunistes, on arrange certains, on dit aux autres, bon, vous devez subir les coups d'État, je prends pour exemple, constitutionnel,
Par exemple, le 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara, on a vu comment ça s'est passé. En Guinée, il a fallu qu'il soit renversé. Mais quand vous restez muet, et que pour certains et pour d'autres, vous devrez forcément agir. Et on a vu dans le protocole de démocratie, voilà, et de bonne gouvernance. Il y a des choses qui ne sont même pas... Quand on gèle le compte d'un pays, comment vous voulez que les populations puissent vivre? Là, oui. Vous avez quitté le terrain militaire, vous êtes allé sur le terrain de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la gouvernance politique. Oui. Ça veut dire la CEDEAO, ce n'était pas dans ses objectifs de départ, mais la CEDEAO, au fil des ans, a intégré ça parce que, comme Océan dit, ça fait partie de la gouvernance globale des États. Si l'économie est bien tenue, si la monnaie est bien gérée, le politique là doit les tenir. Ça veut dire que le volet bonne gouvernance politique là a été adjoint après. Mais comme vous dites, on a eu des 2 poids 2 mesures de temps en temps. Le coup d'État du général Gilbert Diendéré, par exemple, au Burkina, a eu le soutien de la CEDEAO. Je ne voulais pas lâcher le mot. A eu le soutien de la CEDEAO. Par contre, la CEDEAO a sanctionné le Niger et le Mali pour faire des coups d'État. Mais le Burkina n'a pas reçu les mêmes sanctions. Moussa Ouedraogo. Présentement. Non, sous Damiba. Non, on n'a pas. Ils ont cautionné. Rochma Christian Kaboré, n'a pas été sanctionné comme au Mali. Voilà, ils ont cautionné. Comment on peut expliquer? Comment on peut expliquer? En Guinée, oui, c'était pas les mêmes sanctions. Bon, finalement, qu'est-ce qu'il faut dire, Océan? Mais il faut dire sur les réactions et les actions de la CEDEAO. Il faut dire que la CEDEAO, nous l'avons souligné, la CEDEAO est devenue un instrument de pression occidental, pour ne pas dire otanien. De l'OTAN. De l'OTAN. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des éléments? Non, j'ai des éléments de comparaison qui permettent de tirer des conclusions. Vous voyez, quand vous voyez la similitude des décisions de la CEDEAO, à savoir la saisie des comptes du Mali, du Niger, qui n'est autre que... Ça fait penser à l'Union européenne. À l'Union européenne et aux Américains qui ont mis la main sur les réserves russes. En toute violation du droit international. Avant ça, il y avait eu l'Afghanistan. Oui, donc voilà, il y a eu l'Afghanistan. Est-ce qu'une organisation peut se donner le droit de s'approprier les ressources d'un État parce que l'État a des difficultés et cherche des voies de sortie? Donc, c'est des éléments qui montrent clairement que quand on est africain, parce qu'il y a un comportement, il y a une culture quand même qui doit être reflété par ces organisations. Ce banditisme n'existe pas dans la culture africaine. Mais ce banditisme est courant dans la culture américaine, à travers les films cowboys même et tout le reste. Affamer les peu. Affamer les Américains, ils fonctionnent comme ça. C'est dit, quand ça les arrange, on ignore les droits, on fait la force. Quand ça ne les arrange pas, on veut brandir les droits. Mais tout le monde sait comment est-ce que... voilà, il y a un qui a dit que les Américains, être leur ennemi, c'est avoir des difficultés, mais être leur ami, ça c'est une fatalité. Et il en a pris pour preuve ce qui est arrivé à Saddam Hussein, qui a été l'ami des Américains, qui a fait 8 ans de guerre contre l'Iran par procuration pour les États-Unis. Et après les 8 ans, il demande aux Américains de l'aider à renflouer son économie parce que la guerre l'a ruiné. Les Américains ne veulent pas entendre raison. Ils négocient donc de prendre le pétrole koweïtien pour se rembourser. Les Américains disent que c'est ça, c'est pas un problème, c'est un petit problème régional, tu peux le faire. Et dès qu'il le fait, c'est la catastrophe. Il sera pendu par les mêmes Américains. Mais si vous voyez des gens comme ça, qui sont des modèles des organisations africaines, il faut crier au scandale. Si vous voyez que des chefs d'État comme Alassane Ouattara, Macky Sall et l'excité Mbalo, le président Bizaouine, oui, courent à tue-tête chaque fois pour aller à Paris, parler des sanctions que la CEDEAO doit prendre pour des frères africains. Cette CEDEAO-là, elle était morte et je regrette que ce soit maintenant même qu'on veut l'enterrer. On aurait dû l'enterrer plus tôt. Est-ce que, pour parler des causes
du retrait des 3 pays de la CEDEAO, on peut mettre ces sanctions-là dedans, c'est-à-dire parmi les causes qui ont révolté le Mali, le Burkina et le Niger? Naturellement, ces sanctions font partie, parce que c'est une injustice. Et les Africains, surtout Ouest-Africains, ont déploré cela. Ils ont dénoncé depuis longtemps. Et comme le disait Desmond Tutu, en situation d'injustice, si vous restez mieux, vous vous mettez du côté de l'oppresseur. Donc la société civile ouest-africaine a beaucoup dénoncé. C'est vous qui avez fait la pression sur le chef d'État finalement? Parce que les gens réagissent en disant non, nous attendions ça depuis longtemps. Oui, le chef d'État devait passer à l'action depuis longtemps. À l'action depuis longtemps. Parce que en temps sans la CEDEAO même en temps a constitué un obstacle au développement. Voilà, des États du Liptako-Gourma. Alors que l'esprit, c'était justement d'intégrer les économies, les peuples, de faire en sorte qu'ils se développent. Naturellement. Mais quand vous sortez de votre carcan, vous voulez vous jouer à autre chose, je parlais de cette ingérence, vraiment, chacun veut jouer au chef. Et si vous voyez les mêmes acolytes, ils ne se sont même pas entendus quand le président Mbalo a dit au président Ado que oui, je t'interviens en tant que chef d'État. Non, il n'y a pas de petit président. Quand il s'opposait au 3e mandat. Voilà, au 3e mandat. Vous voyez, vraiment, c'est vraiment une chose à bannir. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pour la postérité. C'est l'exemple qu'on doit donner à ceux qui vont venir demain. Il reste que la décision là marque négativement, en tout cas au niveau psychologique, de nombreux citoyens ouest-africains, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, qui craignent par exemple qu'il y ait l'institution des cartes de séjour. Dans certains pays, les gens pensent à la Côte d'Ivoire parce qu'elle en a vécu l'expérience par le passé, quand Alassane Ouattara était Premier ministre, pour sauver l'économie ivoirienne sous Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que les gens n'ont pas raison d'avoir peur, Océan? Alors, ce que je déplore, oui, encore une fois, je salue les intellectuels qui lisent la marche de l'histoire, qui analysent l'élément CEDEAO dans un ensemble de géopolitique en mouvement, les plaques tectoniques de la géopolitique sont en mouvement et que personne ne peut arrêter cela. Quand je vois des intellectuels pleurnichards, parce que tout simplement, une organisation qui a été créée risque de disparaître, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la CEDEAO qui a créé nos États? Non, la CEDEAO est arrivée en 1975. Les États ont commencé à exister, en tout cas, oui, c'est plutôt nos États. Indépendamment à partir de 1960. Voilà. Mais ils ont été créés avant. Mais c'est plutôt nos États qui ont créé la CEDEAO. Et ont créé la CEDEAO pour un but précis. Mais quand l'AES aussi est une création des mêmes États. Pourquoi on va s'en inquiéter? Alors, tout de suite... Est-ce que c'est pas parce qu'on a peur? Mais tout de suite, vous avez parlé... De l'avenir, on pense à un saut dans l'inconnu. Mais vous avez parlé tout de suite de la carte de séjour que Alassane a expérimenté en Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que c'est parce que le Burkina et le Mali avaient quitté la CEDEAO? Non. On était dans la CEDEAO, on payait la carte de séjour. Oui. C'est une chance que cette sortie de la CEDEAO ne se fasse pas de façon individuelle, mais déjà dans un regroupement. Les autres États vont négocier de façon bilatérale avec nous, l'AES, ou se joindront à l'AES. Il y en a qui parlent des ports. Non. Nous, on n'a pas encore de débouchés maritimes. On ne fait pas. L'AES n'a pas encore de débouchés maritimes. Ça, c'est une réalité aussi. Mais les pays qui ont les débouchés maritimes ne nous font pas de l'aumône avec leurs ports. C'est du business. Et ils vont se bousculer à la porte de l'AES parce que chacun voudrait que les pays de l'AES utilisent son port. Ça même là, ça c'est une opportunité. Donc, ce que vous nous dites aussi, les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens n'ont pas à s'inquiéter parce qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. Absolument, on n'a pas à s'inquiéter. Et si l'inquiétude est basée sur la carte de séjour, alors que vous savez bien que la Côte d'Ivoire, qui est l'exemple cité, on a déjà annoncé une carte de séjour où les ressortissants de la CEDEAO paieront 150 000 francs CFA l'année, et que les non-CEDEAOistes paieront 300 000. Où est la différence? Sauf que dans ça, les Français qui, je ne sais pas s'ils sont, c'est une preuve qu'ils sont dans la CEDEAO, paieront 150 000 comme les ressortissants de la CEDEAO. Ce qui veut dire que la décision est prise en Côte d'Ivoire sans tenir compte même de ce qui allait se passer. Du retrait. Alors donc,
Mais c'est pas encore effectif. Mais chaque pays, non, oui. mais chaque pays est libre. Bon, il y en a aussi qui disent qu'Alassane Aïe a dit qu'il a expérimenté la carte de séjour et qu'il n'est plus prêt à recommencer. Il en a vu les conséquences. On a entendu, hein, Peut-être même que la rébellion... On a entendu, oui, on a entendu Mamadou sentiments. Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, dire qu'Alassane Ouattara, quand il a institué la carte de séjour, il lui a envoyé un mémorandum pour lui dire que ce n'était pas une bonne idée. Parce qu'Alassane Ouattara avait mis sur la table, bien entendu avec les conseils du Houphouët-Boigny, ou de réduire les salaires pour relancer l'économie ivoirienne, ou d'instituer une carte de séjour pour renflouer les caisses. Et au lieu de diminuer les salaires pour tenir, Alassane Ouattara avait décidé d'instituer la carte de séjour et il trouvait ça comme une géniale idée en son temps. Lui, en tant qu'économiste, il lui avait dit, vous pourrez gagner de l'argent, mais les conséquences sociales vont être fatales. Et après, on a vu la rébellion. Est-ce que ça ne fait pas réfléchir Moussa Ouedraogo? Ça fait beaucoup réfléchir. Et comme on le dit, nous n'avons pas à craindre. Pour revenir à votre question, oui. Nous n'avons pas à craindre. Aujourd'hui, il y a un principe de réciprocité qui est là. Aujourd'hui, tous les... Le champion de la réciprocité, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Du couplet de développement, il dénonce la convention fiscale avec la France. Naturellement. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, on parle de débouché maritime. Débouché maritime. C'est simple. Oui. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent le faire. Ils le font pour chercher à gagner un retour sur investissement. Si ici, on ferme, on va de l'autre côté. Et il faut mutualiser les forces, les énergies dans ces trois États. Océan dit oui. que c'est une chance d'avoir quitté la CEDEAO à 3. Oui. Si on l'avait quitté seul, ça pouvait constituer un danger. Oui. Mais à 3, 70 millions, 80 millions de citoyens, de consommateurs, ça va obligatoirement faire venir les autres pays membres de la CEDEAO vers l'AES. Et je vous ajoute, un peuple résilient de surcroît. Oui. Ce n'est pas un peuple comme Ce sont des peuples résilients. De surcroît. Voilà. Donc ça veut dire que c'est vraiment une grande opportunité. Et là, si ces peuples se mettent ensemble, nous allons faire bouger. Moussa Ouedraogo, Oui. la CEDEAO était présentée comme l'avenir parce que les grands groupes, les grands regroupements régionaux et sous-régionaux étaient présentés comme des outils de perspective économique heureuse. Bon, est-ce que maintenant, ça se déplace de la CEDEAO vers l'AES? L'avenir, ce n'est plus la CEDEAO, c'est devenu l'AES? Ou bien vous voyez l'AES après disparaître parce que la CEDEAO va rebondir? Mais la CEDEAO, je suis désolé, ce n'est plus... Elle a 12 membres. Hein? La CEDEAO n'est plus l'avenir. Elle a 12 membres. Encore qu'elle a dit dans sa réaction que nous avons un an pour quitter. Nous, on a déjà quitté. C'est un an que les textes sont prévus. L'article 91 la CEDEAO, mais qu'est-ce que la CEDEAO peut faire de nous qu'elle n'en a pas encore fait, qui puisse nous effrayer? Elle a mis la main sur nos ressources de façon illégale. Elle a imposé un embargo sur nos États de façon illégale, des sanctions qui n'étaient pas prévues dans ces textes. Donc, ce n'est que des paroles en l'air. Et je dirais que la CEDEAO, c'est du passé. L'avenir, plutôt, c'est l'AES. Quand on parlait de la définition du sigle CEDEAO d'entrée, on a parlé de développement économique. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui sont cités en modèle de développement économique, comme le Botswana, comme la Zambie, est-ce que c'est des pays de la CEDEAO? Non. Alors que l'Afrique, les pays africains ont les mêmes ressources. La CEDEAO, c'est du passé. L'AES, c'est l'avenir. Mais l'AES est ouvert à tous ceux qui vont venir. Et c'est très bien. Et je salue les dirigeants de ces trois pays de m'avoir permis de vivre cette opportunité-là. Parce que on en a espéré, mais on croyait que ça ne se ferait pas à notre vivant. Dieu merci, c'est en train de se faire à notre vivant. Même les ports, c'est maintenant qu'on va bénéficier des ports des ex-membres, des membres de la CEDEAO aussi, ils restent ensemble. Parce qu'on voit déjà, moi Vous pensez à quel débouché maritime? Mais moi je vois déjà sur les réseaux sociaux, en tout cas, de la jeunesse importante, des leaders de jeunes, de la Guinée par exemple, qui commencent à écrire et que si le port
de Conakry devenait le port de l'AES. Vous voyez? C'est une opportunité. Mais ça va faire courir Lomé qui voudrait que le port de Lomé soit le port de l'AES. Si le port de Lomé est l'unique port de l'AES, les Togolais n'auront même plus besoin de travailler. On a vu comment le Bénin a demandé au Niger de revenir au port de Cotonou. Oui. Et on a vu la réaction de la Chambre de commerce du Niger. Oui, on a vu la réaction de la Chambre de commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous interprétez ça? Ils ont fait du tort. Et quand vous avez un peuple résilient, quand vous avez des chefs d'État conscients et qui témoignent d'une certaine détermination pour recouvrer leur espace territorial, pour la souveraineté de leur État-nation, de leur peuple dans tous les secteurs, vous ne pouvez que vivre cette situation. Parce que les deux États ont manifesté, témoigné une certaine solidarité, le Burkina et le Mali, une certaine compassion. Ont marqué leur solidarité oui, les principes, les exigences d'une communauté, c'est ça. La solidarité. La solidarité agissante. Mais quand vous laissez un peuple, parce que vous voulez que ce peuple périsse, mais il devient encore plus résilient. Sur le Niger, ce n'était pas seulement la parce qu'on dit... Océan, c'était aussi l'intervention militaire. Naturellement, puis on dit que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Oui, il ne faut pas faire la stratégie de l'autruche. Éviter le problème, on l'affronte, et vraiment vous sortez toujours... Mais en décidant de repartir en activité commerciale au port de Cotonou avec le Niger, ça veut dire que quoi? Le Bénin était à la recherche de ressources? De ressources, naturellement. Oui, le Bénin, presque 70% des échanges. Le Bénin, comme beaucoup d'autres, bon, je ne veux pas dire le Bénin, parce que ce n'est pas le peuple béninois. Si on avait demandé l'avis du peuple béninois, ça ne se serait pas produit. Talon, le président Patrice Talon, Alassane Ouattara et Macron sont dans la situation. Macky Sall sont dans la situation qu'était Blaise Compaoré en son temps. Ce sont des obligés de la France. Sinon, Talon, économiste de son état, je crois, en tout cas businessman, savait bien que le plus grand taux de fréquentation de son port-là venait du Niger. Mais comme on dit chez nous, Barstow vient de Kwasiam, à force de marchander, je crois que le Niger dépend de vous. Vous ne dépendez pas du Niger. L'acheteur finit par révéler la vraie valeur de l'article et que le vendeur peut renoncer à tout moment maintenant. C'est ce que le Niger a fait. Mais c'est ce qui s'est passé. Et les Nigériens, les opérateurs économiques nigériens le disent. Par la voie du Burkina, ils économisent même sur le plan financier. Alors donc, c'est aux Béninois de savoir ce qu'ils vont faire de l'erreur fatale de leur président par rapport à leur port. Est-ce que la suite, le président l'a abordé, il n'a pas voulu donner des détails, est-ce que la suite, c'est la monnaie AES? Moussa Ouedraogo, est-ce que c'est ce que vous pensez? Beaucoup d'autres choses, puisqu'il y a des projets. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du retrait, mais beaucoup de choses vont venir. Par exemple, on va travailler sur tout, par exemple, au développement de secteurs, par exemple, hydraulique, du secteur agricole, du secteur énergétique. Oui, c'est ça. Oui, parce que les intellectuels, comme le disaient, on dit voilà, on disait le tissu, voilà, le tissu économique n'est pas trop ça, le tissu industriel. Oui. Mais c'est ça qu'on est en train de faire. En fait, c'est des étapes. On quitte, on est en train de... C'est déjà lancé. Connaissant le président Ibrahim Traoré avec ses pairs, voilà, du Mali et du Niger, je sais qu'ils sont déjà... Le Premier ministre a dit que la décision de partir de la CEDEAO n'est pas sans conséquences. Mais nous devons être prêts à les assumer. Qu'est-ce que ça veut dire, Océan? Ça veut dire que ça peut être dur. Non, mais moi, j'ai envie même de donner un slogan au président Ibrahim Traoré, quand j'en aurai l'occasion. Mais ce n'est pas un secret, je peux le dire. Oui. Ici. Vous savez, Mao a dit aux Chinois, 10 ans de souffrance pour une éternité de bonheur, suivez-moi. C'était son slogan. 10 ans de souffrance pour une éternité de bonheur, suivez-moi. Regardez la Chine. Les Chinois ont suivi. Les Chinois ont suivi. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré, ou à ses conseillers qui vont écouter cette émission, de faire sien ce slogan-là. 5 ans de labeur pour une éternité de bonheur, suivez-moi. Et nous allons suivre. Et les 5 ans de labeur là, c'est ça que le Premier ministre dit en d'autres termes en matière de difficultés, c'est normal. Mais la chance est que
un peuple qui a fait près de 10 ans de guerre, les autres difficultés qui vont venir ne sont que des difficultés mineures. Parce que mentalement, on est forgé. Quand on a parlé tout de suite de la menace d'intervention militaire au Niger, je n'avais pas pu réagir. Nous autres savions que la CEDEAO n'avait aucune force pour faire face à 3 pays qui sont dans la guerre depuis 10 ans. La guerre, c'est pas... Mais c'est quoi alors? La guerre, c'est pas du garbe au poisson toin. La guerre, nous la vivons. Les Français nous ont dit ici qu'on ne peut pas avoir une armée professionnelle avant 10 ans. Luc Allard, l'ambassadeur de France, l'a dit sur une chaîne de télé du Burkina, le peuple burkinabé est témoin pour nous dire que nous ne pouvons que nous confier à eux. Mais avec le capitaine Ibrahim Traoré, en moins de 2 ans, notre armée est devenue l'une des plus professionnelles, en tout cas dans la sous-région. Et ça ne fait qu'aller crescendo. Et donc, pour vous, ça veut dire que c'est possible? Non, tout est possible. Yes, week-end, a dit notre cousin Obama. Est-ce qu'on n'a pas touché le fond avec le terrorisme, avec la paralysie de l'activité économique de 2015 à aujourd'hui? Est-ce qu'on doit encore plonger dans les profondeurs de l'austérité, de la difficulté, de la souffrance? Moussa Ouedraogo, est-ce qu'il ne faut pas qu'on en sorte maintenant? Oui, mais comment on le fait? Est-ce que ça va quitter la CEDEAO qu'on va quitter le calvaire? Oui, on est en train de sortir. On est en train de sortir parce que, vous le voyez, c'est palpable. Oui, les résultats sur le terrain, c'est probant, comme on le dit si bien. Ben, vous vivez ces temps-ci la réinsertion, la réinstallation des déplacés de guerre. Il y a une certaine sécurisation, il y a l'appropriation, si vous voulez, l'achat de matériel de guerre. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'offensive plutôt qu'à la défensive. Quand l'avion sans bruit arrive, tout disparaît. Ben, il n'y a pas autre chose que de féliciter le travail qui est fait sur le terrain, que ce soit au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plus haut niveau du sommet de l'État, le président Ibrahim Traoré et vraiment et toute sa suite. Donc pour nous, il n'y a pas raison, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On est en train de sortir, on est au niveau du développement. Très bientôt, on va vivre une vie heureuse avec des industries qui vont s'ériger un peu partout. Et vraiment, c'est le vrai développement qu'on va vivre très bientôt. Est-ce que vous pensez à des États qui pourraient rejoindre l'AES? Alors, je dirais tout de suite que les États à littoral, surtout les pays à littoral, vont se bousculer au port de l'AES. Ou bien ils commercent avec l'AES sans rejoindre l'AES, ou bien ils rejoignent l'AES. Ben, c'est eux qui vont choisir ce qui va le plus les arranger. En tout cas, l'AES a quitté les domaines de ce n'est pas possible et nous sommes dans les domaines du possible. Vous savez que on nous a tous dit que Kidal, il ne faut même pas y rêver. Parce que tout simplement la France voulait faire de Kidal sa capitale de l'Azawad. Aujourd'hui, Kidal est dans les Maliba. Donc, c'est possible. On nous a dit, vous n'avez pas d'armée professionnelle, ce qui est vrai. Mais qui a rendu notre armée non professionnelle? C'est la France. Je suis obligé encore de donner comme élément le témoignage de Louis Johnny, colonel, je ne sais pas si voilà, oui. Je ne sais pas si après il a porté un autre grade, mais alors que nous l'avons connu, et quand il était chef d'état-major général des armées, c'était le colonel Louis Johnny Amouego. Il a témoigné en disant que quand il est arrivé, après le coup d'état de Sankara, quand il a été fait chef d'état-major général des armées, il a fait le tour pour faire l'état des lieux de puissance, des forces en présence et mettre un programme de travail. Et dans son programme, il y a le renforcement de la flotte aérienne que Sankara avait laissée, qui était plus d'une dizaine d'avions. Et il y a la maintenance. Il dit que c'est le chargé d'affaires militaires, vous savez qu'il déambule ici souvent avec nos tenues. Il participe aux réunions, de nos forces. Je ne suis pas militaire, mais j'ai des frères militaires. Il participe souvent aux réunions à l'époque. Et c'est ainsi qu'il débarque pour demander à notre chef d'état-major général des armées, Louis Johnny Amouego, à l'époque, d'arrêter son programme. De renoncer à la maintenance. Oui. Et lui, il le renvoie balader
Mais c'est Blaise Compaoré qui l'appelle en personne pour lui dire de ranger son programme. On a rangé le programme. Conséquence, Plus de maintenance. Les avions ont pourri. Et lorsque le terrorisme, ils ont suscité le terrorisme, ils savaient que nous n'avons rien. Et ils se sont moqués de nous, que nous n'avons pas d'armée professionnelle. Et je salue le fait que le capitaine Ibrahim Traoré a cette conscience claire de la situation. Lorsqu'il a parlé des programmes d'ajustement structurel. Non, le terrorisme n'est pas tombé du ciel. C'est un programme bien huilé. Le terrorisme est un programme. C'est un programme occidental. C'est un programme occidental bien réfléchi parce qu'il faut occuper les parties les plus riches du continent africain. Il faut déjà tuer Kadhafi d'une pierre deux coups en empêchant de créer la monnaie et son fonds africain, son monétaire africain, mais profiter, occuper tout le Sahel et se servir des ressources du Sahel. C'est ça l'objectif. Donc la France était là pour nous amadouer afin que son projet aboutisse. La preuve, lorsque l'Assemblée, les sénateurs ont auditionné un ministre de Macron, par rapport au retrait de l'armée française au Mali, il a dit que la conséquence est que le Mali c'est la partition du Mali, nos pays, les pays comme le Burkina Faso et le Niger vont tomber. Et ils savaient effectivement comment ils ont planifié leurs projets. C'était ça l'objectif. Mais c'est sans compter avec les 10 fils de l'Afrique qui ont des capacités d'analyse claires. Et encore une fois, je fais mon garde-vous, c'est pas du griotisme, ça n'a rien à voir. C'est de la reconnaissance. Je fais mon garde-vous aux 3 chefs d'État de l'AES. Parce que le capitaine Traoré a été le premier chef d'État africain burkinabé à définir qui est l'ennemi. Tout le monde tournait autour de Pau. Le terrorisme, le djihadisme, la dénomination, mais était un débat. Et personne n'avait le courage de dire d'où ça vient. Lui, il a dit clairement d'où ça vient. Mais lorsque vous définissez votre ennemi, c'est facile de le combattre. Merci Océan. Sur un plateau Moussa Ouedraogo, nous allons terminer par ça. Alouna Traoré nous a dit il faut dire merci aux petits terroristes qui déambulent dans nos contrées là, parce qu'ils vont nous ramener notre souveraineté. Ceux qui les ont envoyés là vont disparaître avec eux. Et finalement, c'est ce à quoi on a abouti. Oui. À trop faire la pression sur ces ex-colonies, la France va définitivement les perdre. Naturellement, la France, elle a déjà perdu, parce que pour nous, c'est déjà fini. Et comme nous le disons, together we win. Ensemble, nous gagnons. Et nous avons déjà gagné. Le processus est déjà enclenché. La guerre va finir bientôt. On est ensemble, voilà pourquoi on disait que non, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Aujourd'hui, faites un tout petit rapprochement. Oui. Quand vous prenez l'espace de ces 3 pays, vous êtes environ 2 700 000 et quelques, presque 3 millions. Au kilomètre carré. Quand vous prenez l'Union européenne avec 27 pays, ils sont à 4 millions et quelques. 27 États contre 3 pays. Je vous dis, avec toutes les potentialités, toutes les ressources possibles. Et la résilience, un peuple résilient, je ne vais pas oublier de le dire. Et vous autres, OSC qui soutenez les transitions dans la US, là, jusqu'où vous voulez vous arrêter, finalement? Ben, la lutte va aller jusqu'où? La lutte, c'est une lutte qui est là, parce que l'ennemi, comme il a dit notre président, il est toujours aux aguets. À chaque moment, il revient d'une autre forme, mais qu'il sache qu'il ne pourrait jamais... Non, il ne faut pas somnoler. Il ne faut pas somnoler. La lutte, c'est une occasion encore d'appeler les uns et les autres à la population, aux populations de ces 3 zones-là, de se mettre, de mutualiser les forces, les énergies, travailler encore et de rester aux aguets, que la victoire, c'est pour nous. Merci infiniment. Merci à vous. Ouedraogo, chargé de communication de Le Faso, ma patrie. Merci Océan. Oh, c'est fini? Oui. C'est fini. Je voulais réagir, je voulais saluer. C'est dommage, c'est fini. Je voulais saluer
les petits terroristes, mais aussi les nanismes politiques. Mais c'est bon, prochainement. Ça sera la prochaine fois. Passant d'Augustin Savadogo, dit aussi artiste musicien du centre Thomas Sankara avec vous. Et Moussa Ouedraogo, nous avons parlé du retrait des pays membres de l'AES de la CEDEAO. Ça fait à peine une semaine. Les implications politiques et économiques. C'est également ce qui met fin à votre émission 7 jours dans la savane sur Savane TV de ce week-end. À bientôt incessamment. Poutro, Yamba Burkina Ramba, Savan TV Gataba, Ad Côte d'Ivoire pour Danyamba, Angagne, 5e Canation Côte d'Ivoire, Savan TV Yatamti Yibefa en direct, Obsidorama Sambe Boakala Bizan, émission Balsia spéciale, Ayura Bonamti Côte d'Ivoire, Yibeo Poutro, Côte d'Ivoire Yibeo Poutro, Ya émission Sanation Yamti Yam Fouimde, Kan Tigre Gilli, La Sertaba, Nebram Lanis France, Burkina Bem son Fouibeno, supporters à Sonor Nebala,